est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Les ONG demandeurs de visa pour se rendre au finish dans les provinces sous état de siège ne pourront pas obtenir l'autorisation. Les ambassadeurs chefs de mission diplomatique de RDC ont été instruits à ce sujet, mais un député national dit ne pas comprendre pourquoi la province de Tanganyika est reprise sur la liste alors qu'elle n'est pas sous état de siège. Top Congo FM. Les consultations du CENSA sont en train de s'achever. Le président du comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre en mission dans le Haut-Katanga avait échangé avec des ambassadeurs et puis l'ancien président de la CENI, le pasteur Goy Mulunda. Top Congo FM. Ils menacent de retenir leurs enfants à la maison s'ils ne voient pas clair sur le dossier spoliation de l'école Lisanga. Ce sont les parents d'élèves de cette école située dans la commune de Gombe face à la spoliation de certains espaces utilisés par les élèves pour les travaux pratiques d'environnement. Ces parents avaient initié une pétition pour demander des explications, mais cette démarche n'a pas abouti. Top Congo FM. Dossier palu à la justice. Il y a rebondissement dans l'affaire opposant le camp Mayobo et Makiashi sur le conflit de leadership au sein de cette formation politique. Après la requête introduite à la Cour de cassation par Godefroy Mayobo pour demander l'interprétation du premier arrêt qui lui avait retenu le défaut de qualité, demande qui avait été rejetée par cette instance judiciaire qui vient de réaffirmer sa décision, celle d'interdire à ce dernier d'engager le parti lumumbiste unifié. Top Congo FM. Et puis la traversée entre la ville de Zango en RDC et Bangui en RCA sera maintenant aisée. Le bac promis à la population par le chef de l'État est bien arrivé dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, les ONG demandeurs de visa pour les RDC en vue de se rendre dans les provinces sous état de siège ne pourront plus obtenir l'autorisation. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques de la RDC ont été instruits à ce sujet. Mais le député national John Banza dit ne pas comprendre pourquoi la province de Tanganyika est reprise sur la liste alors qu'elle n'est pas sous état de siège. On l'écoute. Nous avons été saisis par la population du Tanganyika suite à un message du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le message demandait à toutes nos représentations diplomatiques et consulaires de ne plus accorder des visas aux demandeurs qui se rendent dans des provinces sous état de siège. Mais dans la liste qu'il a donnée, il a malencontreusement mis la province du Tanganyika sur cette liste-là. Et donc, je n'ai pas compris et j'avais mes yeux presque exorbités lorsque j'ai lu ça. Et donc, j'ai demandé immédiatement au vice-premier ministre par une lettre officielle que je lui ai adressée. J'ai copié Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le Premier ministre, et même le Président de l'Assemblée nationale, pour lui demander de retirer la province du Tanganyika sur cette liste-là. Donc, nous voulons éviter que ce communiqué puisse semer la confusion au Tanganyika et donc au pays. John Banza, député national élu de Tanganyika dans la province du Nord Kivu. C'est le 40e jour depuis le massacre intervenu au mois de novembre 2022 dans la localité de Kishiché, chefferie d'Obito et de Kisharo dans le territoire de Rutshuru. Des témoins ont quitté cette zone par peur de représailles de la part des insurgés du M23 et RDF. Selon un activiste des droits de l'homme, Aimé Mukanda, il importe que le gouvernement congolais apporte une aide aux victimes de ce massacre. On l'écoute. Plusieurs personnes avaient été massacrées dans les quartiers Bunyamou, situés dans la localité de Kishiché. Parmi eux, 66 avaient été assassinés dans l'église adventiste de Kishiché. Nous signalons que d'autres personnes avaient été massacrées les dates du 29 au 30 dans les champs périphériques de Kishiché, Domuhola, Uboya, Katalo, Kiapolo.
Et ici, ces gens avaient été poursuivis par l'ennemi puisque les massacres étaient exécutés pendant la journée. Parmi les personnes assassinées à Kishishe, nous avons recueilli auprès des familles et témoins oculaires plus de 80 personnes assassinées. Nous avons plus de 80 noms que nous sommes en possession. Toujours à Kisharo, à date du samedi 26 novembre 2022, 18 personnes avaient été assassinées par les RDF qui avaient trouvé les paisibles populations dans les champs de Kisharo, dans les chefferies de Buitocide, en date du 26 au 29. Plus de 300 personnes avaient été assassinées dans les groupements de Bambou, Tongo et Bichoucha. Que justice soit faite. Nous recommandons au gouvernement congolais de pouvoir venir en aide aux victimes des massacres de Kishishe et Kisharo, de pouvoir protéger les témoins des massacres de Kishishe et Kisharo. Nous recommandons au gouvernement de finir la guerre le plus urgemment possible pour permettre à la population de Rutshuru de s'enrôler, puisque nous craignons que les élections aient lieu sans associer la population de Rutshuru. Aimé Mukanda, activiste des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, les consultations du CNSA sont en train de s'achever. Le président du comité de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, en mission dans le Haut-Katanga, a échangé avec des notables, notamment l'ancien ambassadeur Mutamba, mais aussi avec l'ancien président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda. On va les écouter tour à tour. Il joue son rôle aussi, c'est de voir le pays se mettre ensemble. Avec tout ce qui se passe à l'Est, à Ituri et compagnie, en tout cas, il a le souci de trouver des solutions dans tous les domaines pour arriver à avoir une solution dans ce pays. En dehors du fait que je sois notable, je suis aussi responsable de président de BISSO. BISSO, c'est une structure qui a toujours cherché à mettre les gens ensemble. Et vous savez, depuis la création de notre pays, le Berlin, nous sommes sujets de négociations, de dialogue, de table ronde, etc. Et nous pouvons aller dans toutes les étapes de l'histoire. Nous avons eu ça. Nous avons eu au Kasaï, nous avons eu avec Mobutu, la première fois qu'on a entendu le mot de diaspora. C'est important que les gens se mettent ensemble. Nous avons une obligation citoyenne de mettre nos idées ensemble pour que la paix revienne. Hormis toutes les considérations individuelles et partisanes, c'est vrai, le pays est en danger et nous avons échangé avec le président de CNSA et on va continuer à échanger. Mais notre engagement est que comme nous sommes engagés à la paix dans ce pays, nous avons fait la paix concrète dans ce pays, nous devons nous y mettre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Cette démarche est en train de nous réveiller tous à regarder dans la même direction. Vous avez suivi tour à tour l'ambassadeur Mutamba, notable de la province du Haut-Katanga, mais aussi Daniel Ngoï-Mulunda, ancien président de la commission électorale nationale indépendante. Enrôlement des électeurs à l'ONG-AK, Association congolaise pour l'accès à la justice, on s'interroge sur la suite que le bureau de la CENI compte réserver aux prisonniers encore bénéficiaires de leurs droits civiques et politiques. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de cette organisation qui tire la sonnette d'alarme, dit avoir constaté que rien ne se fait en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs situés dans les maisons carcérales de la zone ouest. Selon Maître Georges Kapiamba, ne pas les enrôler, ceux qui, alors qu'ils sont éligibles, serait une mesure discriminatoire qui violerait la Constitution. Maître Georges Kapiamba était joint au téléphone par Osé Manzanza. J'en profite de lancer un appel vibrant en direction du président de la CENI et de tous les membres du bureau de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui ne sont pas condamnés définitivement avec privation de l'exercice de leurs droits civiques, mais qui sont en détention dans les maisons carcérales, et toutes ces personnes puissent avoir la possibilité aussi de se faire identifier et enrôler. Il faudrait que ça se fasse parce que, comme la constitution de notre pays le prescrit, tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation. Et aucune discrimination ne peut être établie si cela n'est pas l'œuvre de la loi. Mais est-ce que cela est possible au regard du temps imparti, notamment pour les processus de l'enrôlement? 1 mois, c'est ce que la CENI avait prévu. Même si il arrivait que pour l'aide géographique de l'Ouest, l'État qui était imparti est déjà arrivé à terme, mais la CENI devra prendre des dispositions spéciales pour permettre à ses compatriotes qui sont dans des prisons se trouvant dans la même ère
de pouvoir aussi se faire identifier et enrôler. C'est ça que nous leur demandons vivement. Maître Georges Kapiamba, le président de l'ONG ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Et en réaction du côté de la CENI, on rassure que toutes les dispositions sont prises pour enrôler les prisonniers encore électeurs et éligibles. Pour Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la centrale électorale, cela se fera dans les prochains jours, notamment pour la zone ouest. On l'écoute au téléphone de Osé Manzanza. Oui. C'est bel et bien prévu que les centres d'inscription qui sont situés près des lieux de détention puissent organiser l'itinérance après une étude avec les responsables de ces centres de détention. En fait, l'enrôlement dans les prisons va concerner uniquement les compatriotes qui sont dans des prisons, mais qui n'ont pas perdu leurs droits civiques. C'est prévu qu'on enrôle les prisonniers qui détiennent encore leurs droits politiques et civiques. Donc il y aura itinérance des centres d'inscription situés près des lieux de détention. C'est prévu. Mais... Le CAJ donc peut avoir tous ces apaisements. Mais quand est-ce que cela se fera concrètement, puisqu'on se dirige déjà vers la fin de l'enrôlement dans la première zone, puisque c'était prévu pour un mois? Non, mais écoutez, un mois c'est bien sûr ce qui a été dit, mais vous savez qu'il existe un service de monitoring qui va examiner au cas par cas la situation de chaque centre d'inscription. Et donc c'est prévu, vraiment il ne faut pas avoir, ayez tous vos apaisements, c'est prévu. Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la centrale électorale. Et puis l'enrôlement des électeurs, l'opération du déploiement des kits d'enregistrement des électeurs risque d'être perturbée dans le territoire de Chikapa, dans la province du Kasaï, pour cause l'effondrement du pont Louvois survenu mardi dernier. Cette infrastructure était située sur un axe routier important. L'inquiétude est exprimée par le député national Guy Mafuta. Selon lui, l'acheminement du matériel de la CENI, les vaccins, les médicaments et marchandises dans ce coin devient très compliqué. Il en appelle à une solution palliative pour faciliter l'accès vers cette partie du pays qui est coupée du reste du territoire national. Le député Guy Mafuta est au micro de Walter Couille. Il y a un très gros souci, vous savez, au-delà de l'approvisionnement des marchandises, des produits agricoles, il y a le volet santé, il y a des vaccins qui doivent être acheminés dans ces deux secteurs avec l'effondrement du pont. Ce sont les vies des enfants qui sont mises en danger. Au-delà de tout, le 24 janvier, c'est le lancement de l'enrôlement dans la province du Kasaï. Donc c'est des milliers de Congolais qui auront du mal à accéder, n'est-ce pas, au site d'identification parce que l'acheminement des matériaux de la CENI sera très difficile. C'est pourquoi nous tirons cette sonnette d'alarme pour que les autorités qui ont déjà commencé à s'activer. J'ai eu des contacts assez avancés avec le FONER qui a le dossier en main. Il y a quelques semaines déjà, nous avions entamé ce dossier. Les études ont été faites par l'OVDA du ministère du Développement Rural et là, il ne reste que le financement du FONER. Je salue en passant l'implication du ministre des Finances qui a été aussi saisi pour voir un peu de près comment on peut rapidement pallier à cette situation. 2 semaines, c'est impossible qu'on ait un nouveau pont. Surtout que ce pont est englouti dans la rivière avec tout ce qu'il y avait comme infrastructure. Il faut comprendre que ça va prendre un peu de temps, mais ce qui doit être fait, c'est aménager une structure qui puisse pallier à ce besoin qui est vital. Le député national Guy Mafuta, puis le PPRD, vous le savez, a appelé ses militants à ne pas se faire enrôler, mais à surveiller plutôt les tentatives de fraude durant cette opération. Cet appel du parti de Joseph Kabila est mal digéré par certaines formations politique au corps des patriotes congolais. Un des membres de la DIPRO, on estime qu'il n'y a aucune raison d'appeler au boycott du processus en cours. Selon John Koudia, président national du COPACO et cadre de la dynamique progressiste de l'opposition républicaine, les élections peuvent se tenir sans ou avec certaines formations politiques. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. La population congolaise a beaucoup souffert et nous sommes assez matures en matière électorale. Aujourd'hui, le PPRD, s'il n'a pas de représentants à la CENI, mais ils ont des enfants, ils ont leurs tantes, leurs frères sont là-bas, à la CENI, et mais maintenant qu'ils sont en train de nous voiler, de nous embrayer, non, allons aux élections. Ferdinand Kambere n'a pas un mot d'ordre à donner à la population congolaise. C'est la politique de Munguru Diaka qu'on veut nous ramener encore aujourd'hui. Non, où les matins, on dit oui, et les soirs, on dit non. C'est une démagogie politique.
allons aux élections. Voilà pourquoi je lance l'appel à la population congolaise de s'enrôler massivement. Nous, la DIPRO, nous sommes une opposition républicaine et nous disons avec ou sans PPRD, nous irons aux élections. C'était John Koudia de Kopako. Et à l'UDPS Maniema, on qualifie les préalables posés par le PPRD de pure distraction au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à Kindu. Le porte-parole de l'UDPS, Tshisekedi, dans la province du Maniema, a appelé la population à s'enrôler massivement, à ne pas prêter oreille au discours de ceux qu'il qualifie de politiciens en mal de positionnement. On écoute Séphine Bouchiri. Quand le PPRD déclare l'inclusivité, bon, je ne sais pas si le deuxième président de la CENI, Didi Manaralinga, c'est un haut cadre du PPRD. Au niveau de la composition de la CENI, je ne sais pas de quelle inclusivité qu'il parle. Nous savons que c'est une fuite en avance. Ils n'ont pas de mots qui peuvent aller présenter au niveau de la population. La population avait corrigé le PPRD en 2018. Et c'est comme ça que le PPRD a crainte que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, va encore emporter. C'est ainsi que le PPRD est en train de vouloir démobiliser, décourager la population pour ne pas s'enrôler. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas de conquérants. Tout le monde, nous savons que ce sont des opportunistes. Ils se sont coalisés en 2018, ils n'ont pas pu les battre. Il a dit qu'avec ou sans la machine à voter, nous devons aller aux élections et nous allons gagner les élections et nous l'avons gagné. De toutes les façons, la population doit se mobiliser davantage à s'enrôler massivement d'ici le 16 février 2023. Chacun doit avoir sa carte d'électeur afin qu'il puisse faire son choix. C'est ainsi qu'ils n'ont pas à prêter oreille à ce genre de politiciens mal positionnés parce qu'ils ont un bilan catastrophique. La pauvreté que la province subit aujourd'hui, c'est le résultat de leur mauvaise politique. Pendant 18 ans, ils n'ont rien fait. Nous disons à la population de se mobiliser, de se préparer pour aller s'enrôler et chacun doit avoir sa carte d'électeur et élire convenablement les députés provinciaux, les députés nationaux et le président de la République. Et puis les formations politiques se préparent déjà pour affronter les prochaines élections à l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Les interfédéraux ont été formés sous la loi électorale et celle des partis politiques. Après 2 mois de son agrément par le ministère de l'Intérieur, cette formation politique du centre de Norbert Basengezi se félicite d'être implantée dans 21 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. On écoute Maître Karis Olinamungu, président national de la NCE, au micro de Rémi Moulingati. Il était question pour nous de faire une première réunion de prise de contact avec les camarades, ensuite leur donner des orientations par rapport à la manière dont ils doivent faire le travail, par rapport à ce qui est attendu d'eux en termes de livrables, parce que tous, au niveau national comme au niveau provincial, ont un challenge qu'ils doivent réussir et que donc il était question de leur donner des orientations importantes quant à ça. Également, comme vous allez le suivre, il y a une série d'informations par rapport au processus qui a été développé par l'autorité morale. L'ANCE est dans aujourd'hui 21 fédérations ou interfédérations de la République démocratique du Congo où nous avons eu à implanter ces partis, à nommer des animateurs, des sièges sont opérationnels, des adhésions se font et des activités se font chaque jour. Donc l'ANC aujourd'hui affiche complet. Les 5 provinces qui restent sont en cours d'implantation. Donc nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons finaliser dans les 5 provinces restantes et le parti aujourd'hui a une visibilité qui n'est pas démontrée dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Maître Karis Olinamungu, le président de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, le parti de l'ancien vice-président de la CENI, Norbert Basengezi. Remaniement du gouvernement, le sujet est à l'ordre du jour depuis la démission des membres de l'exécutif issus d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est dans ce contexte que le caucus des députés nationaux du Olomami exige la nomination d'un ressortissant de cette province qui n'a plus de représentants après la démission de la vice-ministre de la Santé. On écoute à ce sujet le député national Georges Kazadi-Kabongo. Nous prenons la parole pour exprimer nos préoccupations au sujet de la démission du vice-ministre à la Santé, Mme Véronique Kilumba-Nkulu, seul représentant de la province du Olomami au sein du gouvernement. C'est pourquoi les députés nationaux de la province du Olomami, membres de l'Union sacrée,
de la nation en appelle à l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, afin que cette province soit représentée dans le gouvernement ainsi que d'autres institutions. Nous engageons les honorables députés nationaux Kokis Yolo Mami et membres de l'Union sacrée de la nation d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, à cet effet. Nous venons une fois de plus réitérer notre engagement au sein de l'Union sacrée de la nation et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les signataires, honorable Kazadi Kabongo Georges, honorable Mwenze Wakadilo Rosen, honorable Mukena Patient, honorable Yamba Kazadi Gracia, honorable Kitwa Mutombo Freddy, honorable Banza Mouloumé Marmon. Le député national Georges Kazadi Kabongo, élu de la province du Haut-Lomami. Dossier palu à la justice. Il y a eu rebondissement dans l'affaire opposant le camp Mayobo et Makiachi sur le conflit de leadership au sein de cette formation politique. Après la requête introduite à la Cour de cassation par Godefroy Mayobo pour demander l'interprétation du premier arrêt qui lui avait retenu le défaut de qualité, demande qui a été rejetée par cette instance judiciaire qui vient de réaffirmer sa décision, celle d'interdire à ce dernier d'engager le parti lumumbyste unifié. Il lui est aussi interdit d'utiliser les logos, insignes et marques du parti de feu Antoine Gizenga. Confirmation avec Robert Ngambi, il est l'un des communicateurs du PALU, il est au micro de Béro Matanda. La Cour de cassation de Godefroy Mayobo en interprétation de son premier arrêt qui avait retenu le défaut de qualité de pouvoir engager les partis lumumbyistes unifiés en son chef. Et à cette requête, la Cour vient de réserver une réponse à travers le dernier arrêt qui vient de nous être notifié. La Cour retient et réaffirme et confirme le défaut de qualité dans le chef de Godefroy Mayobo de pouvoir parler, engager et dire tout ce qu'il fait faire au nom du parti lumumbyiste unifié. Il lui est ainsi interdit de pouvoir utiliser les logos, les insignes et tout ce qui est marque déposée du parti lumumbyiste unifié. Je crois que cette fois-ci, ça a pris le caractère de la chose jugée parce qu'il n'y a pas une autre instance, il n'a pas été formé. La formule était la formule de l'interprétation. Mais à cette requête de M. Godefroy comme demandeur, à l'interprétation du premier arrêt qui avait retenu ses défauts de qualité, la Cour vient de confirmer et de réaffirmer que M. Godefroy Mayobo n'a pas qualité de pouvoir parler engagé pour les comptes du parti lumumbyiste unifié. C'est la Haute Cour qui vient de prendre deux arrêts disant la même chose. Cet arrêt qui a été rendu par la Cour nous a été notifié hier. L'arrêt dit que le demandeur est sommé de payer le frais d'instance. Et donc, il a été condamné avec paiement de frais d'instance. Robert Gambi, communicateur du parti lumumbyiste unifié. En réaction, le camp Mayobo s'est refusé à tout commentaire. Didier Boudimbo, ministre congolais des hydrocarbures, est accusé par Justicia SBL d'avoir utilisé les propos ségrégationnistes et de haine lors de son meeting tenu le week-end dernier à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Justicia SBL, une organisation de promotion et protection des droits humains, appelle à des poursuites judiciaires contre le ministre Boudimbo pour incitation à la haine tribale. Selon maître Timothée Mbouya, responsable de cette SBL, il est grave de constater qu'un membre du gouvernement puisse qualifier certains Congolais de chauves-souris parce qu'ils sont nés d'un père d'une peau blanche. Il indique dans un communiqué que le ministre Didier Boudimbo mérite d'être sanctionné pour servir d'exemple contre toutes les autorités qui utilisent les messages ségrégationnistes. Maître Timothée Mbouya de Justicia SBL est au téléphone de Pascal Lukusa. Alors, Justicia ASBL est tombée sur une vidéo devenue virale sur notamment les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, clairement vu, les ministres Boudimbo en train de s'en prendre à des populations congolaises issues de l'un des parents de couleur blanche. Il qualifie ces gens, d'ailleurs dans sa vidéo, des chauves-souris. À voir la façon dont les ministres parlent, Justicia a considéré ces propos comme extrêmement grave dans la mesure où il consacre bien des attaques sur fond raciste contre d'autres Congolais, parents non noirs. Et donc pour nous, c'est extrêmement grave que ces propos sortent de la bouche d'un ministre, donc un officiel qui représente l'État et le gouvernement et qui s'en prend à d'autres Congolais justement parce qu'il veut faire plaisir à des gens. Et donc, Justicia a demandé à la justice de se saisir du cas le plus rapidement possible et de l'auditionner afin qu'il soit poursuivi et qu'il ait
l'Europe une sanction exemplaire qui fera que d'autres Congolais ne puissent pas commettre ces mêmes bêtises. Et du côté du ministre Didier Boudimbou, on indique que les propos tenus à Lubumbashi sont responsables. Selon Maître Magloire Kassongo, secrétaire général du parti Autre Vision du Congo, le parti du ministre Boudimbou, le ministre n'avait pas cité quelqu'un dans son discours en parlant de chauve-souris. Maître Magloire Kassongo appelle Justicia ASBL à apporter des preuves qui montrent que son autorité morale a cité quelqu'un. On l'écoute au téléphone de Patient Lukusa. Le ministre, notre autorité morale, a tenu des propos responsables au Katanga parce qu'il s'agissait là d'une activité de notre parti politique. C'était un discours, il n'a cité personne, il a illustré son discours par cette image de chauve-souris, mais il n'a cité personne. Je pense bien qu'il est responsable, il est juriste. Notre autorité morale, s'il avait cité quelqu'un là, au moins quelqu'un pouvait s'élever pour dire que non, voilà, c'est moi qui ai cité dans cette histoire-là et je peux me plaindre. Lorsqu'il parle de certains Congolais qualifiés de chauve-souris, on peut dire qu'il faisait allusion à qui précisément? Parce que Justicia ASBL pense que c'est pour écarter certains Congolais à la présidentielle. C'est pas par un discours politique qu'un candidat peut être déclassé. Nous savons très bien qu'en droit, il y a un adage qui dit qu'il y a le libre accès au prétoire. Donc, ils peuvent saisir la justice, mais quitte à d'apporter la preuve que le ministre, dans ses propos, il a visé X personnes parce que celui-là aurait des prétentions pour être candidat à X ou Y compétition. Je ne vois pas une faiblesse dans ce qu'il a tenu comme propos et qui pourrait même entraîner une condamnation quelconque. Maître Magloire Kassongo, secrétaire général de AVC Autre Vision du Congo, le parti de Didier Boudimbou. L'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23 n'est qu'une résultante de la convoitise de ses richesses par des ennemis, tant au niveau régional qu'international. C'est ce qu'ont affirmé mercredi à Goma les jeunes réunis au sein de la synergie des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Nord et Sud Kivu. Dans une déclaration conjointe, ces jeunes se félicitent tout de même de la nomination par le chef de l'État de certains d'entre eux dans les instances de prise de décision. Extrait de la déclaration lue par Dr Eli Mutoshiwa, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Bukavu. Il est au micro de Jonathan Kombi. Au président de la République et haute autorité de référence du parti, vous apportons notre indéfectible soutien pour les réalisations déjà accomplies dans l'exercice de vos fonctions. Félicitons votre courage pour avoir nommément désigné le régime criminel rwandais avec à sa tête M. Paul Kagame comme agresseur de notre pays. Soutenons votre appel fait à la jeunesse du pays de s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Vous remercions pour les nominations et les élévations faites par vous de Maître Jacquemain Chabanilouko au rang de conseiller principal en matière politique et processus électoral et le président national de la Ligue des jeunes, M. Amis Makutano Adolphe, comme président du conseil d'administration de l'OGFREM. Au secrétaire général du parti, soutenons vos efforts qui s'inscrivent dans le cadre de l'unité et de la redynamisation du parti et promettons notre soutien et accompagnement dans votre combat pour la réélection de notre champion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Encourageons votre esprit de leadership et vous invitons à accorder une attention particulière au cadre de nos deux provinces lors des prochaines opportunités. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Prétendu détournement des fonds destinés aux travaux de construction et réhabilitation des universités congolaises. Alors qu'une enquête est ouverte au parquet près la Cour des comptes, le ministre de l'Enseignement supérieur Moïndo Zangui se dit confiant et renseigne que la procédure d'appel d'offres était respectée. Les travaux lancés depuis l'année dernière évoluent normalement à Kinshasa et Kananga, sauf à Bujimaï, suite aux problèmes logistiques. Le ministre de l'ESU était face à la presse avec son collègue des médias. Trésor Guillaume pour les détails. Devant la presse, le ministre Moïndo Nzangi a présenté l'état d'avancement des travaux de construction et réhabilitation des 5 universités lancés depuis l'année dernière. Image à l'appui, il renseigne que ces travaux dureront 3 ans et que toute la procédure d'appel d'offres a été respectée. Il se dit donc confiant de la procédure d'enquête ouverte à la Cour des comptes. L'INBTP, 8 mois après, aujourd'hui, le niveau d'exécution, 8 mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver, c'est des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées à partir de l'année prochaine parce qu'il
Il y a des hommes qui sont à voie d'être achevés. Il y a une partie des auditoires qui sont à voie d'être achevés. Mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc les anciens vont être réhabilités et de nouveaux bâtiments vont être faits. À l'université pédagogique nationale, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé alors que la fondation à l'IPEN commence à 15 mètres. Les travaux s'accélèrent puisque ça c'est des travaux de 8 mois. Les hommes que vous voyez là, les hommes sont quasi terminés. Ces chambres ont été modernisées et ils sont déjà équipés à Bujimaï. Les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont à voie d'être terminées. La raison elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Bujimaï ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa. C'est le gros de travail pour la fondation qui est quasi terminée. Il en est de même pour Kananga qui connaît pratiquement les mêmes conditions. Alors que la polémique règne sur le coût des travaux de construction, notamment de l'université officielle de Mbujimaï, où les chiffres des 42 millions annoncés avaient été contredits par le ministre, Moïndo Nzangi revient à la charge pour préciser que seules les sources officielles sont habilitées à donner les chiffres. La polémique sur les chiffres devait commencer par la polémique sur qui est habilité à donner les chiffres. Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue? Puisqu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres qu'il donne, ça s'appelle bien évidemment les chiffres de la rue. Donc je voudrais que vous puissiez vous fier aux informations qui sont données par nous-mêmes. Je ne vais pas entrer dans les fonds de la question, donc je ne peux pas commenter quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui n'a pas qualité. Et dans toutes les étapes, nous avons obtenu les autorisations de la DSMP qui a vérifié les documents et la régularité de tous les actes qui ont été posés, qui va faire des vérifications. Je suis d'ailleurs très content que la Cour des comptes soit saisie du dossier, puisque je suis très sûr qu'ils vont devoir rendre un rapport pour effectivement confirmer la régularité de tous les actes qui ont été posés. Durant ces briefings presse, co-animés avec le porte-parole du gouvernement, Moïndo Nzangi est également revenu sur les différentes étapes importantes de son action gouvernementale. Trésor Kiyombo et puis la traversée entre la ville de Zango au sud de Bangui en RDC et Bangui en République africaine sera maintenant aisée. Le bac promis à la population par le chef de l'État est bien arrivé dans cette partie du pays. On écoute à ce sujet Michel Siazo, maire sortant de la ville de Zango. La population a accueilli avec satisfaction l'arrivée du bac. C'est la promesse du chef de l'État lors de son dernier passage à la ville de Zango. Ce bac qui est arrivé va soulager la traversée de la population ainsi que ses biens entre la ville de Zongo ainsi que la ville de Bangui. Ce bac pourrait transporter aussi des véhicules? Oui. C'est un bac de 50 tonnes. Ça peut transporter 3 gros véhicules, plus ou moins 7 voitures. Donc ça peut prendre beaucoup de marchandises. La traversée commence à 7h30 et on ferme la frontière vers 18h. Et on sait très bien que non, ça va aider la population la journée à pouvoir traverser ces marchandises et elle-même, parce que vraiment il y a une intense activité contre les dérives. C'est-à-dire que la ville de Zongo dépasse quasiment la ville de Bangui et c'est vice-versa. Ce bac sera géré par des routes. C'est un pont flottant et je crois que l'Office de route a l'autonomie de gestion et l'Office de route a pris tous les engagements possibles. Je crois que la population va veiller à ce que pas de rupture de trafic entre la ville de Zongo et la ville de Bangui. Michel Siazo, maire sortant de la ville de Zango dans la province du sud de Bangui. On reste dans cette partie du pays pour parler de la marche pacifique organisée à Libengue, marche organisée par des jeunes et des notables de cette partie du sud de Bangui pour dire non à la nomination d'un intérimaire après le décès de celui nommé par ordonnance présidentielle. On écoute à ce sujet Patrick Bouffio, il est le président des jeunes de Libengue. Il y avait une marche pacifique qui était effectuée par rapport à la nomination de l'ex-Elate de Kungu nommé Sinarambu, qui était notifié par le gouverneur de la province, son excellence Mabenze Beibenze. Normalement, c'est que la population dit non à son arrivée parce que ce monsieur Elate était l'ex-Elate du territoire de Kungu. Mais par rapport à la vision du chef de l'État, qui dit, selon son ordonnance, qui nous dit nécessairement que les actes doivent être originaires
du milieu du territoire prévu. Alors après l'ordonnance effectuée par les chefs de l'État, il y avait 3 actes qui étaient envoyés à Libeng. Ce sont les originaires du milieu. Mais chose grave, il y avait la mort d'un acte qui s'appelait M. Nestor Nouba, fait à son âme. Mais après sa mort, il y avait 2 assistants qui sont maintenant à notre possession. Ces assistants maintenant sont en formation. Mais à notre surprise, le gouverneur a notifié l'ex-LAT de Kungu d'être ATAI dans notre territoire de Libeng. C'est pourquoi la population de Libeng, la notabilité, les sociétés civiles, les parlements des jeunes disent non à son arrivée. Selon l'ordonnance prévue, d'abord selon l'administration, on devrait prendre l'aide des assistants. Patrick Bofio, président des jeunes de Libeng dans la province du Sud Ubangui. Des grandes décisions attendues à l'issue de l'Assemblée générale des enseignants prévue ce vendredi à l'invitation de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Les syndicats membres de ce regroupement vont évaluer la situation de l'heure à l'enseignement primaire secondaire technique. Les enseignants exigent notamment le paiement de la prime réajustée de la gratuité. D'après Emery Massunga, membre de l'intersyndicale de l'EPST, les démarches entreprises auprès du gouvernement n'ont pas abouti. Leur sit-in de mardi et mercredi devant le ministère des Finances n'ont pas donné de résultats escomptés. Emery Massunga est membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Aujourd'hui, nous totalisons 5 mois depuis que cette prime demeure bloquée par le ministre des Finances, ainsi que certains d'autres dossiers liés à l'EPST. Avant hier mardi et hier mercredi, nous étions en sit-in aux finances pour revendiquer ce droit acquis qui est légitime et légal. Malheureusement, les éléments de la police sont venus nous disperser avec des gaz lacrymogènes comme si nous étions des Koulouna. Voilà pourquoi l'intersyndicale de syndicats de l'EPST dont nous sommes membres invite tous les enseignants ce vendredi à 10h au complexe scolaire Kimbuta de Kassavubu pour une grande assemblée générale d'où sortiront des décisions drastiques, draconiennes. Et le ministre des Finances endossera la responsabilité du désagrément qui en découlerait dans les écoles, dans les bureaux gestionnaires et aux services centraux. Qui combat la gratuité, combat le peuple. Emery Massunga, membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Ils menacent de retenir leurs enfants à la maison s'ils ne voient pas clair sur le dossier de spoliation de l'école Isangaï. Ce sont les parents et d'élèves de cette école située dans la commune de Gombe. Face à la spoliation de certains espaces utilisés par les élèves pour les travaux pratiques d'environnement, ces parents avaient initié une pétition pour demander des explications, mais cette démarche n'a pas abouti. Gabriel Mbouyi, premier vice-président du comité des parents, on appelle à l'intervention des hautes autorités du pays pour sauver ce temple du savoir. On l'écoute au micro de Dieu merci Loussa Koumbounou. Et ils construisent ça au-dessus de fosses septiques. Ils obstruent l'eau. Désormais, il n'y a plus d'eau qui va couler de l'autre côté. Dans le collecteur, il n'y a plus moyen. L'école risque d'être inondée. Et le terrain que vous avez vu là, l'aire de jeu de nos enfants, a été pratiquement sectionné derrière la partie sous-jacente qui servait des pratiques de travaux manuels pour nos enfants en partenariat avec d'autres organismes de la place. Tout cela a été coupé pratiquement. Alors comme nous ne savions toujours pas qu'est-ce qui se passe, on a fait une pétition pour nous adresser à l'ECC, savoir qu'est-ce qui se passe. À notre grand étonnement, l'ECC n'a jamais daigné ni recevoir notre pétition. Le directeur de cabinet du président national a donné des instructions formelles. Et nous étions là pour déposer la pétition. Il a refusé qu'on la reçoive. Ils ont refusé de recevoir les parents et parler avec eux. Alors que nous voulions un échange responsable. Est-ce qu'ils ont reçu un avis urbanistique pour ça? Ça nous étonnerait pour beaucoup. Alors nous demanderons, nous avons des autorités qui donnent des avis urbanistiques, des changements de destination des lieux pour un terrain que l'État congolais avait donné pour l'éducation des enfants. C'est comme ça que maintenant, comme eux, ils ont refusé de nous recevoir, nous considérons qu'ils ne sont plus interlocuteurs. Ils sont irresponsables. Et que désormais, les hautes autorités du pays puissent les appeler, eux et nous, mettre tout le monde autour d'une table pour que nous comprenions pourquoi on traite un problème pareil avec autant de laisser-aller, autant d'irresponsabilité. À partir
partir de demain, comme nous avons voulu qu'on nous écoute, on ne nous écoute pas. Les responsables que nous avions pensé être des responsables pour accueillir le comité des parents, parler avec eux, n'ont pas voulu. Ils font des choses avec mépris. Nous avons demandé à tous les parents de garder les enfants à la maison. Gabriel Bouilly, le premier vice-président du comité des parents de l'école Lisanga. Dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain depuis quelques jours. Un dollar se négocie entre 2200 et 2300 au parallèle. Et pour le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire, cette situation s'explique d'autant plus que l'économie nationale est dollarisée. On l'écoute au téléphone de Myriam Boketchou. L'économie est dollarisée. Le pays exporte plus, importe peu, ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre. Il fallait que les pays produisent beaucoup et valorisent la monnaie locale. Cela peut permettre à notre pays de faire face à la dollarisation de notre économie. Aujourd'hui, que doit faire le gouvernement pour stopper cette dépréciation? Le gouvernement d'abord doit lutter contre beaucoup de maisons d'échange. La banque a un taux, les bradeurs et les privés ont leur taux. Il les fixe à leur gré, sans contrôle. Le gouvernement doit contrôler. C'est le gouvernement qui doit tout canaliser. Si le gouvernement a une masse de devises, il peut lancer la masse de devises là pour pouvoir consommer les billets à un taux raisonnable. Les cas contraires, les dollars vont toujours galoper. Le petit peuple ne saura pas comment vivre. Si on produit peu par rapport à ce qu'on est en train d'importer de l'extérieur, il est difficile de maîtriser notre économie. C'est à l'État de voir quels sont les moyens qu'il fallait utiliser pour juguler cette situation. Sinon, nous allons toujours assister à hausse. Des propos recueillis par Myriam Boketchou. La desserte en électricité pourra être améliorée dans quelques villes du pays. 33 petites centrales hydroélectriques seront installées en RDC. L'approbation du projet a été reçue par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité d'après la directrice générale Sandrine Moubenga qui l'annonce sur son compte Twitter. Une entreprise technologique aux États-Unis, MyHydro, a récemment acquis donc 4 turbines pour le premier de ces 33 sites. Tout va débuter sur la rivière Loubi dans la province du Kasaï. Il y a également 2 usines qui seront construites près de Mbujimayi au Kasaï oriental. Les travaux débuteront d'ici la fin 2023. Après les projets de Mbujimayi, les villes de Bukavu et Butembo seront retenues dans la deuxième phase. Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil en RDC. Cette lutte s'inscrit dans le cadre de l'élimination. L'on n'est pas encore dans l'optique de l'éradication car selon les objectifs de l'OMS, la RDC n'a pas atteint le stade de l'élimination en 2020. Pour prétendre viser l'éradication, il faut atteindre l'élimination et ne pas avoir encore de cas durant une longue période. C'est ce qui n'est pas le cas pour la RDC, qui a toujours des nouveaux cas. C'est ce que précise Philémon Mansissa du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine au micro de José Ipachi. Il n'y a pas eu changement de vocabulaire. En fait, on a toujours parlé de l'élimination de la maladie du sommeil. L'objectif était l'élimination en 2020. Évidemment, l'OMS, en fixant cet objectif d'élimination, a tenu compte de la situation épidémiologique globale de la maladie du sommeil. Il y a des pays, effectivement, qui ont atteint ce seuil d'élimination en 2020. Mais il y a d'autres pays qui ne l'ont pas encore atteint, et la RDC y compris. Parce que on va parler d'éradication quand il n'y aura plus de cas pendant plusieurs années, alors il faudra certifier, donc il y a toute une procédure qu'il faut faire pour qu'on puisse parler d'éradication. Actuellement, nous parlons toujours d'élimination de la maladie, parce que nous avons encore des cas et nous continuons à lutter pour que nous puissions atteindre 0 cas. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde Jacques Zinga. Merci à Didi Bin, Sika et Théolou Sakeno qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Inosiwe qui nous a aidé dans la rédaction. Pascal Capal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo, les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé